défendre les principes fondamentaux du droit, de la justice, de la solidarité et de la dignité humaine. Aujourd'hui, nous avons dans ces circonstances tragiques que vit le peuple palestinien et tous ceux qui se sentent proches de ce drame, euh, tous ceux qui souffrent en commun, en solidarité avec les Gazaouis et les Palestiniens de tout le territoire occupé, eh bien, nous avons le plaisir, l'honneur, la joie de recevoir l'éminent psychiatre et psychanalyste, écrivain et grand spécialiste de la religion judaïque, le docteur Gérard Haddad, qui a écrit un certain nombre d'ouvrages majeurs sur à la fois l'histoire de la religion, sur des points centraux de la crise qui aujourd'hui prend une tournure catastrophique en Palestine. Aujourd'hui, Gérard Haddad, quel est votre sentiment, votre réaction face à ces voix qui taisent le génocide, qui essayent d'incriminer une espèce de conflit de religion pour expliquer la barbarie, la sauvagerie sadique de l'armée israélienne vis-à-vis d'une population très largement désarmée, affamée, exécutée, tuée à bout portant, de sang-froid. Aujourd'hui, nous avons appris, entre autres exactions, la mort de 5 journalistes, dont une photojournaliste assez connue qui s'appelait Myriam Aboudaka, qui ont été tués, et en même temps que les secouristes qui venaient leur apporter de l'aide, qui ont été également tués par les mêmes assassins de cette armée coloniale. Donc aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez ce conflit? Est-ce vraiment la continuation de la Shoah sous d'autres formes? Est-ce que c'est la continuation d'une guerre de religion qui opposerait les juifs aux musulmans? Qu'en est-il réellement? Que vaut cette accusation d'antisémitisme à tous ceux qui est infligée à tous ceux qui critiquent la conduite absolument barbare, inhumaine de cette organisation terroriste qui est devenue Israël aujourd'hui? Je ne comprends pas que ce silence et cette passivité occidentale qui fait des dirigeants occidentaux des complices directs de cet horrible massacre, de cet horrible crime. Et je ne comprends pas comment personne ne semble apporter d'importance ou donner de l'importance au fait que la postérité a déjà jugé et que ce qui est en train de se dérouler est une tâche ineffaçable non seulement pour ce qui concerne le colonialisme israélien, mais également pour tout l'Occident. C'est une tâche qui relativise de manière tout à fait évidente toutes les exactions passées. Ça devient une sorte de massacre à huis clos entre un bourreau et une victime. Qu'est-ce que vous en dites? Quel est votre sentiment là-dessus, docteur Haddad? Bien sûr, d'abord, je partage chacun de vos mots. Tous les mots que vous avez employés, je pourrais les reprendre et dans l'émotion, mais l'émotion est quotidienne, puisque tous les jours, il y a un massacre. Tous les jours, tous les jours. Aujourd'hui, bien sûr, il y a ces journalistes. Il y a déjà eu des journalistes il y a quelques jours. 20 personnes. Même cet insensible président américain se dit troublé aujourd'hui par ces. Moi, je ne suis pas un homme politique. Je suis intellectuel qui travaille ces questions de psychologie, de psychanalyse, également de religion. J'ai envie d'intervenir sur un point précis. Voilà, il y a quelques jours, une personnalité sympathique, il faut dire, éminente même, qui s'appelle Abraham Burg, que je connais, que j'ai connu, dont j'ai même traduit un de ses articles à propos d'un livre collectif qui s'appelle Peuple, Terre, État, sur la question des frontières du Grand Israël. Ce serait d'ailleurs un sujet à en parler parce que il y a beaucoup d'ignorance dans tout ce qui se dit. Alors, M. Bourg, je vais trouver ça, il a lancé un appel en disant il faut qu'1 million de Juifs déposent une plainte
à la Cour internationale de justice contre le gouvernement israélien pour dire qu'ils ne sont pas d'accord, suivant l'expression anglaise qui a pris du succès, not in my name, que cette barbarie sans limite, enfin sans limite, chaque jour la limite est dépassée. Comment peut-on affamer un peuple? Comment peut-on, quand ces photos, arrête, ça met en première page une photo d'enfants décharnés, tout. Comment les cœurs ne se brisent pas devant cette scène? Là, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus d'arabes, il n'y a plus de palestiniens, il y a des êtres humains. C'est ça le point essentiel. C'est ça, c'est sur ce pied-là que je me place. Donc, M. Bourg, sympathique garçon, qui est quand même un sioniste, disons, de gauche, comme on dit, qui a eu des fonctions extrêmement importantes, puisqu'il a été président de la Knesset il y a quelques années, quand les travaillistes étaient au gouvernement. Et il a été aussi président de l'Organisation sioniste mondiale. Donc, plus sioniste que ça, c'est difficile. Il est le fils d'un homme qui était rabbin en 1948, qui s'appelait Bourg, qui était un des rares ministres juifs allemands, parce que c'est une famille de juifs allemands qui sont généralement un peu moins. On vous entend mal, Gérard. Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Je ne sais pas où il est le micro. Là, vous m'entendez mieux? Oui, un peu mieux. Un peu mieux. Donc, Abraham Bourg a une réputation d'homme de gauche. Il a été même l'élève de Leibowitz qui se disait, bien que Leibowitz m'avait mis un peu en garde, non pas en garde, mais bon. Et voilà qu'il lance cet appel de ces 1 million de signatures pour mettre. Appel que j'ai signé d'ailleurs, un peu trop rapidement, parce que ce monsieur Bourg appartient, il y a une catégorie de gens dont la France est particulièrement riche. Ce sont des gens qui sont supérieurement intelligents, sauf que leur intelligence supérieure les rend superficiels. Ils ne vont pas au fond du problème. Alors, Abraham Bourg a écrit, il a une espèce de blog dans lequel il a déclaré que la guerre actuelle, enfin guerre, c'est un peu plus ça, une guerre, c'est un massacre pur et simple. Il y a quelques maquisards, quelques résistants qui tiennent encore le coup, on se demande comment d'ailleurs. Bref, il appelle ça, il dit c'est la première guerre de religion entre le judaïsme et l'islam. Et tout de suite, j'ai compris que M. Bourg a fait une énorme bêtise. Et compte tenu de son prestige, j'ai voulu intervenir pour dire en quoi consiste cette bêtise. Je voudrais démontrer par A plus B que ce n'est pas une guerre de religion. Et ça, si on est un peu au courant des choses, on connaît un peu les textes, on peut le faire. Donc je vais faire comme un bon cartésien, je découpe le problème en deux parties. Je prends d'abord le côté juif. Est-ce que c'est une guerre de religion menée par les juifs? Eh bien non. Pourquoi non? Je vais vous l'expliquer. Il faut que vous sachiez, je ne vais pas remonter au sionisme du départ, comment le sionisme s'est constitué contre les autorités religieuses juives. Mais enfin, ça c'est du passé. Aujourd'hui, prenons l'actualité, vous avez aujourd'hui un groupe, une secte si vous voulez, enfin une branche du judaïsme extrêmement ultra-religieuse qu'on appelle les Satmars. Ce sont des juifs chassidiques d'origine hongroise qui vivent un peu à Jérusalem, beaucoup à New York. Ces gens-là traitent Israël d'État nazi. Ce sont des juifs et plus attachés au judaïsme que vous ne trouverez pas. Ce sont des gens qui pratiquent, vous savez, c'est avec les papillotes noires et tout ça. Vous les voyez défiler à New York, brandissant des drapeaux palestiniens. Bon. Vous avez d'ailleurs un autre groupe qui s'appelle les Natoré Karta, qui habitent à Jérusalem, qui disent la même chose. Vous savez, il y a un mot qui est beaucoup employé par ces génocidaires. Ils appellent le mot Amalek, que les Palestiniens seraient les Amalécites. Mais si vous demandez aux gens des Satmar, aux gens des Natoré Karta, aux gens à une branche de l'orthodoxie juive, dire qui est Amalek? Il dit c'est l'État d'Israël. Il faut savoir ces choses-là. Bon. Vous avez aujourd'hui des centaines de milliers, des millions d'Israéliens ultra-religieux. S'ils étaient une guerre entre le judaïsme et les païens, disons, je ne sais pas, les mécréants, ces gens-là seraient dans l'armée d'Israël. Or, à Bnei Brak, à Mea Shearim, dans les quartiers ultra-religieux de Jérusalem,
les gens sont contre le service militaire. Ils ne veulent pas le service militaire. Et ils sont réprimés avec une violence inouïe. Il y a des vidéos qui circulent, on voit une dame avec des bottes qui écrase la tête d'un vieux rabbin qui ne veut pas que les enfants aillent à l'armée tuer des Palestiniens. Alors, d'autre part, j'ajouterais, moi personnellement, vous savez, j'ai été marqué par la pensée de Leibowitz. Le premier homme qui a dénoncé le colonialisme israélien, le racisme israélien, c'était un juif religieux ultra-orthodoxe. Alors comment pouvez-vous dire que le judaïsme veut cette guerre avec leurs frères musulmans? Je rappelle que pour le judaïsme, pour Maïmonide, l'islam est pour nous une religion monothéiste pure. Nous n'avons pas de problème comme on pouvait avoir dans l'Antiquité avec les adorateurs des idoles. L'islam est une religion très proche de nous. Alors je pense qu'avec ces quelques arguments, j'ai démontré que du côté hébraïque, du côté juif, c'est un mensonge monstrueux de vouloir faire porter par une foi qui est très ancienne, qui a des qualités, des défauts, comme tous les systèmes de pensée. Vous voulez leur faire porter votre crime. En hébreu, on a une expression pour ça. Les gens pieux savent, ils appellent ça Helul Hashem, c'est-à-dire la profanation du nom de Dieu. Ce que fait Israël aujourd'hui à Gaza, ce sont des blasphèmes. Alors, je pense que je peux avoir démontré, je ne sais pas si vous serez d'accord, mais ça me paraît assez convaincant quand même, la partie juive. Voyons maintenant la partie musulmane. Est-ce que l'islam mène une guerre de religion? Alors, M. Bourg a dit une phrase, je l'aime bien, il est sympathique, je l'ai même rencontré, et je l'ai même traduit, j'ai traduit un de ses textes. Il a dit cette phrase bizarre dans un de ses blogs, il dit « Le Hamas, la coquille est nationaliste, mais l'intérieur, c'est la religion. » Eh ben non. Moi, vous savez, en France aujourd'hui, vous ne pouvez pas parler dans les médias si vous ne commencez pas par dire « le Hamas n'est pas bon ». On a fait du Hamas un monstre absolu. Un monstre, pire que n'importe quoi. Vous dites le mot Hamas, si jamais je vais dire un mot qui est, je ne dirais pas d'éloge, mais de compréhension, je risque. Un ami à moi qui est membre de l'JFP, la police est descendue chez lui pour lui piquer son ordinateur parce qu'il fait l'apologie du terrorisme. Alors que les terroristes, on sait qui sont-ils. Moi, je prétends que d'abord, c'est quoi le Hamas? Le Hamas, c'est le mouvement national palestinien. Parce que chacun sait que les autorités de Ramallah se sont totalement compromises avec les autorités israéliennes. Il suffit de s'en rendre compte en voyant une excellente série israélienne qui s'appelle Fauda, dont les Israéliens sont très fiers, ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils disent, parce que dans cette série, on voit comment la population palestinienne se trouve corrompue par des méthodes les plus abominables par des agents israéliens qui les pénètrent. Il faut voir Fauda. Donc, on voit comment la compromission des autorités, appelons-les de Ramallah, de l'autorité palestinienne, avec les autorités répressives. Ils dénoncent leurs frères aux autorités israéliennes. Paraît-il, c'est les accords d'Oslo. Tu parles d'accords d'Oslo comme s'ils étaient respectés par le côté israélien. Donc, pour moi, le Hamas est un mouvement, c'est-à-dire aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, ça peut changer. Je ne suis pas obligé d'aimer leurs méthodes. Je ne les aime pas, ces méthodes. Mais c'est pour moi les représentants du peuple palestinien en lutte. Est-ce vraiment l'islam qui est le contenu de leur idéologie? Je dis que non. Monsieur Bourg, vous avez tort. La coquille, c'est peut-être l'islam, mais l'intérieur, c'est la lutte nationale. Pourquoi je dis ça? Parce que vous savez, comme moi, vous êtes musulmans et vous êtes mes frères. On est des amis depuis quelques années maintenant. Dans l'islam, dans l'islam authentique, les salafistes, si vous voulez, pas authentiques, mais conservateurs. Tous les musulmans forment un seul peuple, c'est la Ummah, n'est-ce pas? Un peu comme dans le communisme, il y avait le socialisme dans un seul pays et le socialisme mondial de M. Trotsky. Bref, pour l'islam,
d'origine, il y a un seul peuple, c'est le peuple arabe, le peuple musulman, la Oumma. Or, le Hamas ne s'inscrit pas dans cette problématique. Toutes les actions militaires qu'il effectue, ce qu'on appelle terroristes, quelquefois ils le sont, quelquefois ils ne le sont pas. En tout cas, toutes les actions militaires qu'il entreprit sont toujours faites uniquement en Palestine. C'est la doctrine qu'avait élaborée cet homme assez extraordinaire, je dois dire, qui s'appelait Cheikh Yassine. Cet homme paralysé, je me demande comment il a monté cette organisation assez extraordinaire qui est le Hamas. Il voulait que ça se passe uniquement, alors qu'il y avait d'autres mouvements palestiniens, le FPLP, etc., qui ont fait des actions hors, qui ont fait des actions terroristes, si vous voulez, en dehors de. Là, les instructions de Yassine étaient précises uniquement sur le territoire. Donc, ce n'est pas un intégrisme musulman, ça. Ça, c'est une doctrine nationale, patriotique. C'est une lutte pour. Nous avons eu la chance, il y a une espèce de confrérie qui s'est créée d'amis de toutes origines d'ailleurs. J'ai eu le plaisir de lire le livre de notre ami Oberlin, le professeur Oberlin, la biographie de Cheikh Yassine. C'est un livre que tout le monde devrait lire. Absolument. Ça donne une image complètement différente de ce qu'est le Hamas. Hier, il y a quelques jours, j'ai découvert un homme extraordinaire, je trouve, de courage. Un juif. Tous les juifs ne sont pas des génocidaires, j'espère que tout le monde en conviendra, surtout quand ils n'habitent pas en Israël, parce que la décérébration là-bas est poussée à l'extrême. Il s'appelle Finkelstein. C'est un professeur. Il prend la défense du Hamas. Et s'il était en France, il serait en prison, hein, parce qu'en France, l'ambiance devient hallucinante. Pourquoi dit-il cela? Il faut aller sur sa page Facebook, vous voyez son intervention remarquable. Il dit que c'était quoi Gaza avant 67, avant le 7 octobre? C'était un camp de concentration. Tout à fait. Il y avait des bombardements fréquents. Ce que les Israéliens appellent d'un terme tellement dégueulasse, ils appelaient ça tondre le gazon. Je l'ai mis dans mon livre, ça. Mon livre qui s'appelle Éloge de droit. Et Finkelstein dit c'est normal que des gens dans un camp de concentration, des gens dans une prison, à un moment donné, se révoltent. Le 7 octobre, on ne peut que constater qu'il y a eu des actes barbares. Mais pouvait-il en être autrement dans cette situation de prisonniers? Et comment les traite-t-on aujourd'hui, ces Palestiniens? On leur jette de la nourriture par le ciel, par terre, comme ça. Et il dit on faisait ça dans les camps de concentration. Pour M. Finkelstein, la comparaison entre camps de concentration et Gaza, il y a une identité entre les deux. Alors évidemment, il est traité de tous les noms, comme moi d'ailleurs, mais bon, il a une autorité. Et Francesca Albanese vient de dire d'ailleurs ce que vous venez de dire, elle l'a dit de manière tout à fait directe, en disant que le Hamas était une organisation de résistance qui avait été élue démocratiquement par la population de Gaza, qui était une sorte d'organisation politique qui avait une sorte de transmission administrative de ce pouvoir politique qui gérait la ville, etc. Bien sûr, il a créé des universités. Il a créé, des universités. Et il voulait. Et puis, il faut bien mettre l'accent sur le fait que la résistance palestinienne à Gaza, même si elle est majoritairement celle du Hamas, n'est pas seulement celle du Hamas. Il y a d'autres organisations qui sont parfois communistes, hein, parfois de sensibilité radicalement de gauche, qui luttent à côté du Hamas contre la barbarie coloniale. Écoutez, il y a deux piliers parce que nous sommes dans une guerre, et c'est pour ça que nous parlons. Je ne pense pas que nous avons beaucoup de moyens, mais enfin, le peu de moyens que nous avons. Nous sommes dans une guerre de médias. Cette guerre, les gens les sionistes, si vous voulez, ont deux armes principales, l'antisémitisme et le Hamas. Avec ça, ils veulent nous boucler, nous fermer la bouche, ils nous mettent un truc. Il faut donc se battre pour rendre au Hamas ce qu'il est,
Et je vois la pauvre, notre amie Rima Hassan, qu'est-ce qu'elle ramasse comme insulte? Elle serait la porte-parole de Hamas. Mais comment elle est la porte-parole de Hamas? Moi, je la connais personnellement. Elle est d'origine d'un courant plutôt communiste. Peu importe. Elle n'est pas voilée. Elle est. Bon, puis c'est une des représentantes. Elle lutte et avec beaucoup de mérite et beaucoup d'intelligence. Remarquable, c'est une femme remarquable. Je lui ai dit, Rima, un jour, je lui ai dit, la seule chose que je vous demande, je n'ai pas de conseil à vous donner, mais ne nous faites pas le coup du shahid. On a besoin de gens comme vous, vivants, avec qui on peut parler. Et donc, j'ai voulu intervenir là-dessus pour dire quand même, il faut, comment on peut dire ça, démystifier ce qu'on a construit autour du Hamas. On ne peut ne pas aimer le Hamas, mais c'est lui l'ennemi, c'est avec lui qu'il faut discuter, il faut négocier. Alors on nous parle beaucoup de la charte du Hamas. On oublie de dire deux choses. Premièrement, qu'il y a deux chartes du Hamas. Il y a une première charte, ok. Mais depuis, ils ont réformé leur charte et ils proposent ce qu'ils appellent une Oudna, une trêve longue distance avec Israël. Voilà. Notre but, c'est d'arriver à créer un nouvel État non sioniste, démocratique, où tout le monde, où les juifs, les musulmans, les chrétiens, tout ce que vous voulez, les arméniens, pourraient venir vivre à égalité, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. C'est le programme que je crois le plus raisonnable. Même Rima Hassan pense la même chose. Notre grand journaliste Guidon Lévy dit aussi cela. Arriver à faire un pays où on en a marre de ces haines qui sont devenues pathologiques. Donc voilà, je voulais dire. Justement, docteur Haddad, je me réfère à une vidéo que vous aviez postée il y a quelque temps, où vous parliez de l'extrême violence de la société sioniste, de la société. Oui, Voilà. c'est normal. Les statistiques, les sondages qui nous parviennent de ces territoires nous disent que plus de 80% de cette population approuve ce qui se joue, ce qui se déroule à Gaza, ce qui est absolument épouvantable. Il y a une Absolument. adhésion massive à un carnage, à un génocide. Et certains sont En encore tout plus cas, à radicalement l'élimination. l'extermination pure et simple des Palestiniens de Gaza. Donc, que se passe-t-il dans cette société? Quelle est cette maladie, cette pathologie, comme vous venez de le dire? Et Oui, je c'est une m'adresse question. autant à l'analyste qu'aux psychanalystes et aux psychiatres. Que se passe-t-il quand une société tout entière est prise dans cette ivresse de folie meurtrière? Voilà. Quelle Ou est cette alors, sinon, pathologie et comment en l'extermination. sortir? Oui. L'expulsion, en tous les cas, de tous ces gens-là, les envoyer, je ne sais pas, au Soudan. En tout cas, la pathologie est beaucoup plus grave que ce que vous dites. Il y a, par exemple, on organise dans le sud de l'État d'Israël, du côté de Ashkelon, du tourisme génocidaire. Vous connaissez ça? Oui. On a installé un point d'observation avec des stands de boissons et des jumelles pour voir mourir les gens de l'autre côté, pour voir les bombes tomber et les gens se réjouissent. Alors, comment il faut quand même, est-ce qu'on a une explication de cette folie? La première, c'est celle que j'avais écrite dans mon livre qui s'appelle L'archéologie du sionisme, que j'ai appelé une forclusion, c'est-à-dire le rejet de notre histoire juive, de nos valeurs juives ont été au départ rejetées, totalement éradiquées. Bon. Mais aujourd'hui, quand vous parlez, même avec des gens de ma famille, je leur dis, vous vous rendez compte? Eh bien non, c'est pas vrai, tout ce qui se raconte est faux. C'est pas vrai qu'il y a une famine. Et les gens croient à ça. Il y a ce que nous appelons, nous, en psychiatrie, en psychanalyse, un déni. Un déni. La propagande israélienne, ce que vous appelez la hasbara, qui veut dire explication, en fait. C'est pour ça que j'aime pas trop, moi, le mot hasbara. Bon, bref. Et d'une puissance comme on n'en a jamais connue. La propagande stalinienne, la propagande nazie, c'était des enfants de cœur à côté de la propagande sioniste. Parce qu'ils jouent sur les bons sentiments. Ils se présentent comme des braves gens, l'armée la plus morale du monde. Vous comprenez? Et donc, la plupart des Israéliens, d'abord, moi je suis de plus en plus, j'ai le soupçon que le 7 octobre
a été un coup monté par Netanyahou. C'est-à-dire que, sachant la possibilité de cela, il a laissé faire. Il fallait qu'il y ait un truc monstrueux pour justifier l'action. Nous le savons parce que des soldats israéliens ont témoigné à la Knesset en disant « Normalement, tous les matins, on faisait une ronde autour de la frontière. Ce jour-là, on nous a dit « Demain, vous ne la faites pas, reposez-vous. » Vous savez ça? C'est passé. Oui, on en a entendu parler, Vous effectivement. avez entendu parler. Plein de gens en Israël voudraient qu'il y ait une enquête nationale, israélienne, avec des jurys israéliens. Il y a encore quelques personnes encore qui pourraient... Le gouvernement israélien refuse absolument que cette enquête ait lieu. Nous savons qu'ils ont raconté tellement de choses, par exemple les 40 bébés décapités. Dans les fours. Le bébé dans le four, la femme éventrée. Bon. Tout ça a été mis au jour par l'armée israélienne elle-même. Ça a été paru dans la presse, dans Haaretz, qui est notre petit poumon. Eh bien, jusqu'à présent, aujourd'hui, vous avez des gens qui croient encore qu'il y a eu qu'il y a eu une femme éventrée, qu'on a mis un bébé dans le four. Tous les arguments ne marchent pas. Il y a quelque chose qui se fait, ce qu'on appelle un déni, mais qui est de l'ordre de la psychose. Nous sommes devant une psychose collective. Que faire devant cette situation? Je ne vois qu'une solution, une intervention militaire des pays étrangers. Qu'est-ce qu'attend l'Égypte pour envoyer quelques chars à Rafah? Qu'est-ce qu'attend la Jordanie? Qu'est-ce qu'attend le monde entier? Monsieur Villepin, qui tient un discours quand même assez estimable, il réclame que des bateaux de guerre accompagnent des navires, des cargos qui apporteraient de la nourriture. Il faut une intervention militaire contre cette folie. On ne pourra pas l'arrêter sans une intervention militaire venant de l'étranger. Je pense qu'elle va se faire parce que vraiment, comme dirait l'adjudant Camembert, quand on a franchi les limites, il y a plus de, quand on a franchi les bornes, il n'y a plus de limites. Il y a longtemps qu'il n'y a plus de limites. Moi, je rêve. Dire, docteur Haddad, c'est qu'effectivement, on peut espérer effectivement une tierce intervention pour mettre un terme à cette abomination. Oui, avec des casques bleus, Personnellement, je n'y crois pas beaucoup, mais je me dis, jusqu'où peut-on aller dans le carnage? Quelle est la limite du génocide et comment peut-on vivre et hériter de ce abominable? Ne parlez plus de limites, il n'y a plus de limites. Il n'y a plus de limites. Ces gens sont prêts à tout. Vous avez deux personnes qui s'appellent Smotrich, qui est un allumé. Je voudrais également parler, à propos de ça, de l'histoire du Grand Israël, aussi, un thème qui est apparu récemment. J'ai eu l'honneur de traduire un livre de Leibovitz qui s'appelle sur justement la question des frontières. Parce que ces gens-là, ils ne connaissent pas le texte biblique. Alors, Leibovitz a pris les textes de la Torah, de la Bible, pour savoir quelles sont les frontières. Il y a 6 descriptions différentes des uns et des autres. Dans la réalité des faits, au moment des Romains, ce qu'on pourrait appeler l'entité juive était sous l'oppression romaine. C'est constitué de Jérusalem et sa banlieue. En gros, quelques communautés dans la région de Tibériade, dont le fameux Kfarnaum qui va devenir Capharnaüm, également à Nazareth, où quelqu'un de célèbre va apparaître. Vous voyez de qui je parle, à Hébron. C'était un territoire, Bethléem bien sûr, voilà, c'était un petit territoire comme ça. Et ça veut dire quoi? D'abord, quand Abraham reçoit cette promesse d'une terre qui va de l'Euphrate au Nil, et aux enfants d'Abraham. Mais les enfants d'Abraham, il n'y en a pas eu un. Vous savez combien il a eu d'enfants, Abraham? Je suis sûr que vous ne savez pas. Ben moi, je le sais. Parce que j'ai écrit un livre là-dessus. Il en a eu 8. Il en a eu 8. Il y a eu Isaac, Ismaël, le premier, Isaac, et 6 autres, dont l'un d'entre eux s'appelait Hadad. Donc j'ai un héritage là-dedans. Et ça, c'est dans la Bible, hein, ce n'est pas une invention. C'est écrit dans la Bible quand Abraham a retrouvé Agar, parce qu'Agar est revenu, amené par Isaac après la mort de sa mère. Abraham, qui était très amoureux de Agar, mais là, dans la Bible, on lui change de nom, on l'appelle Ketura.
Ce vieil homme, en bout du rouleau, devant cette merveilleuse Agar, il retrouve une énergie juvénile et il lui fait 6 enfants. Et ça l'a probablement épuisé, puisque les versets suivants, nous apprenons la mort d'Abraham, enterré en toute fraternité par les 2 fils préférés qui étaient Ismaël et Isaac. Voilà, je voulais aussi ajouter que le nom Ismaël est un nom très précieux dans le monde juif. Tous les grands prêtres de Jérusalem s'appelaient Ismaël. Personne ne le sait plus aujourd'hui. Un des fondateurs du grand Talmud, c'est pour ça que l'autre quelqu'un critique. Ces gens-là ne sont pas des talmudistes, c'est des cinglés. Hein. Le grand fondateur du Talmud, il y en avait 2, il s'appelait Rabbi Ismaël. C'est lui qui a enseigné les lois de l'herméneutique, de l'exégèse talmudique. Il s'appelait Rabbi Ismaël. Donc, vous voyez, entre juifs et musulmans, entre juifs qui aiment le judaïsme et les musulmans éclairés, le judaïsme éclairé, nous avons beaucoup de choses à nous dire. Nous avons beaucoup de choses à faire ensemble. D'ailleurs, je vais aller bientôt en Allemagne, où il y a une chaire judéo-musulmane dans la grande université de Tübingen, qui est tenue par 2 personnes, un rabbin, je ne sais pas de quelle tendance, et une musulmane, un docteur en théologie musulmane. Et nous allons avoir un colloque sur... Ça, c'est des choses qui m'intéressent. J'en ai assez de voir des enfants mourir. Oui, oui, non, je comprends très bien. Mais alors, c'est là où je vous rejoins sur la puissance extraordinaire de la propagande sioniste. Et on voit bien que cette propagande Vous ne pouvez pas l'imaginer. qui contrôle les médias occidentaux de manière extraordinaire. On le voit en France plus qu'ailleurs, sans doute. On voit bien cette emprise quasi totale sur tous les appareils médiatiques majeurs. Eh bien, ces gens qui s'expriment au nom du sionisme s'expriment au nom d'une idéologie nationale suprématiste qui est complètement coloniale. Et on n'y trouve pas effectivement de justification religieuse autre que le fait que ce territoire aurait été promis à un peuple élu qui, dans la Bible, est en train de réaliser cette promesse. Donc, en dehors de cette dimension biblique, mais même cette dimension n'existe pas. C'est ce que j'ai essayé de vous montrer. Oui, absolument. Donc, en dehors de cette justification qui n'est même plus mise en avant, il n'y a qu'un discours raciste, un discours suprématiste et un discours totalement, c'est paradoxal de la part d'une population qui se réclame de l'héritage de la Shoah, un discours nazi. C'est un discours de race des seigneurs. C'est un discours de domination et d'hégémonie qui ne laisse aucune place à l'altérité démocratique. C'est complètement fou. Et cette propagande se répand dans les médias des pays démocratiques. C'est ça qui est totalement intéressant. Les Israéliens ne sont pas les descendants de la Shoah. Voilà. Monsieur Finkelstein, dont on a parlé tout à l'heure, son père et sa mère ont été déportés. Monsieur Goldberg, là, qui est le professeur à Jérusalem de questions du génocide et qui est professeur de la Shoah, il y a une chaire Shoah à Jérusalem, il a déclaré, il y a déjà plusieurs mois, que ce qui se passe à Gaza, c'est un génocide. Nous avons en France des petits voyous, comme monsieur Antoven, qui a dit la semaine dernière, il n'y a pas de journalistes à Gaza, il n'y a que des assassins. Mais cet homme, il devrait aller à la Cour pénale internationale. Ce monsieur Antoven, dont je sais par ailleurs bien des choses sur sa valeur morale et intellectuelle qui sont vraiment très, très faibles. Ouais. Voilà. Donc, nous sommes aujourd'hui à ce moment de l'histoire où, sous nos yeux et devant notre impuissance totale, se déroule un carnage qui n'a pas de fin. Jusqu'où pourront-ils aller, ces gens? Jusqu'où cette horreur va-t-elle se déployer? Et comment expliquer cette attitude absolument veule, absolument lâche, absolument inhumaine des dirigeants de ceux qui se prétendent être la civilisation la plus éclairée de l'histoire de l'humanité, dont on voit bien par ailleurs... L'explication m'est apparue aujourd'hui. Ils ont peur du gendarme américain. Vous savez qu'à la Cour pénale internationale, ils sont barrés, ils ne peuvent plus rentrer en Amérique.
On a monté des scénarios pas possibles. La personne qui parle, vous savez, le Mossad a une puissance d'investigation assez importante. L'ancien président, le procureur général de la Cour pénale internationale, on a monté contre lui des scénarios, y compris d'histoires sexuelles, etc. On l'a découragé. Ouais. Vous savez que le président, il y a une commission, à un moment donné, une des opérations qui a eu lieu à Gaza il y a quelques années, qu'ils appelaient, je crois, plomb durci ou quelque chose comme ça. L'ONU avait envoyé une commission d'inspection. Le président de cette commission était un juif. Et il a fait un rapport extrêmement correct et honnête sur ce qui s'est passé. Il a dit que ce qu'il avait vu là-bas, c'est l'horreur. Il y a eu des destructions massives. On a réussi en faisant pression sur sa famille, sur tout. On peut tuer des gens moralement, vous savez. Oui, Et il s'est retiré de la commission d'enquête de l'ONU. Donc, nous avons affaire à des gens qui ne reculent devant rien. oui. Mon seul avantage à moi, c'est d'être un vieil homme et ils peuvent raccourcir ma vie, mais pas de beaucoup, quoi. C'est notre étrange avantage commun. Le mien est plus grand, je crois, que le vôtre. Voilà. Donc, mais si vous voulez, il y a quand même quelque chose de désespérant. Cette espèce de fatalité implacable de l'injustice, de triomphe inexorable de la violence et de l'arbitraire. Il y a quelque chose d'effarant là-dedans. Nous vivons un moment de l'histoire où les justes sont écrasés et avec sous le regard apeuré de ceux qui sont censés défendre le droit et la justice. Alors, docteur, n'y a-t-il pas un message d'espoir malgré tout dans cette espèce d'obscurité totale qui semble occulter toute perspective de sortie de crise, toute perspective de réconciliation, au moins à moyen terme? N'y a-t-il pas place à un peu d'espoir, un peu d'optimisme, c'est un mot que je n'aime pas beaucoup, mais d'espérance malgré tout? Écoutez, on peut toujours. Je partage votre pessimisme actuellement. Depuis qu'on vient d'apprendre que les juges intègres de la Cour pénale ont été sanctionnés, etc., vous demandez, si même les juges sont incapables, on les empêche de faire leur travail, vraiment. Et puis il y en a une parmi eux, une espèce de psychotique qui a des hallucinations. Dieu lui parle, il faut aider les gens. Bon. Alors, d'un autre côté, alors, voyons qu'est-ce qu'il y a de positif. Le positif, c'est que Gaza a fait tomber beaucoup de masques. Il y a quelque chose de l'ordre de la vérité qui est sorti. Il y a des relations d'amitié très vives qui se sont créées entre juifs et musulmans, entre individus. Il ne s'agit pas d'essentialiser. Bien sûr. Donc, un dialogue nouveau est en train de s'opérer à travers des petites associations variées et diverses. C'est mon optimisme de voir qu'il y a des gens quand même qui ont gardé, mes amis du JFP, mes amis de Tzedek, des gens comme Finkelstein, on n'est pas tous devenus. Mais vous savez, le sionisme est d'une puissance. Moi, j'étais sioniste. Je peux vous assurer que pour quitter dans sa tête le sionisme, c'est pratiquement impossible. C'est une prison mentale qui est faite en acier. Et c'est Gaza qui m'a guéri, moi, curieusement. M'a fait sortir. Donc, nous vivons une période extrêmement tragique, vraiment. Le nationalisme colonial irrigué de fausses religiosités. Voilà. Il aurait pu être colonial et plus sympa que ça. C'est la barbarie absolue, quoi. Ils veulent conquérir l'Irak, ils veulent conquérir ils veulent évacuer tout le Liban Sud. Aujourd'hui, on apprend ça. Ils veulent conquérir l'Arabie Saoudite. Vous savez, c'est justement sur cet aspect-là que je voulais, moi, intervenir en conclusion. Alors, on a beau reprocher aux Occidentaux leur passivité, voire leur complicité, mais ce qui est absolument le comble de l'indécence, le comble de l'obscénité et de l'indignité, c'est bien l'attitude des régimes arabes. Les voisins de Gaza qui regardent impassibles ce massacre se dérouler sur leurs yeux, qui ferment les portes
à la souffrance humaine, qui se barricade derrière une neutralité de lâches et de corrompus. C'est quelque chose d'extraordinaire aussi, parce qu'on mesure l'emprise de ces régimes policiers, de ces régimes répressifs sur leur population et leur complicité avec ce qui les menace dans leur intégrité territoriale, dans leur intégrité nationale, qui est cette espèce d'expansionnisme sioniste qui n'a effectivement qui n'a pas de frontières. C'est une organisation terroriste sans frontières et qui est adoubée, cautionnée, soutenue par non seulement les Occidentaux, mais par toutes les tyrannies arabes. Donc on est effectivement à un moment de l'histoire où le peuple palestinien, à part les solidarités de gens comme vous, comme d'autres, comme des milliers à travers le monde, des centaines de milliers, des millions même. Vous avez vu la manifestation en Australie hier à Brisbane, il y a eu un monde extraordinaire. C'était le 24 août dernier, il y a eu, je ne sais pas, dizaines de milliers de personnes là-bas, très loin en Australie. Et donc, on sent qu'il y a cette mobilisation populaire, cette indignation de l'humanité tout entière et cette crispation haineuse des Occidentaux contre un mouvement de libération, contre une aspiration d'un peuple à la liberté, et ce silence et cette passivité soumise des régimes arabes. C'est une situation extraordinaire d'un point de vue historique. Mais j'ajouterais quand même qu'il y a une limite. C'est la bêtise de ces gens-là. Ces gens-là sont, au point de vue de leur connaissance, ce sont des ignorants. Je pense à des gens qui sont leurs porte-parole à Paris et ailleurs, mais ils sont nuls. Ils ne connaissent pas une lettre hébraïque. Ils viennent nous faire la leçon sur ce que c'est que le judaïsme. Donc la limite, c'est leur bêtise. À force de continuer, ils vont finir. Ça ne peut pas s'étendre. Le jour où ils vont attaquer la Jordanie pour récupérer la Jordanie, je crois qu'il y aura des réactions. S'ils veulent aller jusqu'au Nil, il va y avoir quand même. Il faut féliciter quand même les Houthis qui continuent quand même à défendre. Et puis aussi, il faut dire que l'Iran est très très menacé. On sait qu'on prévoit qu'il y aura une opération militaire qui se prépare. On ne sait pas. Donc, on est dans une période extrêmement sombre. Ouais. Tout à fait. Eh bien, écoutez, c'est dans les périodes les plus sombres, précède toujours un peu de lumière. C'est les heures les plus sombres de la nuit qui sont juste avant l'aube. Voilà. Donc, il faut aussi rendre un grand hommage à ce petit peuple palestinien qui est détesté par tout le monde, il faut dire, par tous les dirigeants. Oui. Et qui me rappelle quand même quelque chose de notre judaïsme. Nous avons longtemps été. Ils sont dans cette position Alors, je pourrais leur citer un de nos grands prophètes qui s'appelait Isaïe et qui parlait du reste. Et que c'est de ce reste que peut jaillir un nouvel arbre. Donc, le peuple palestinien est aujourd'hui un des restes de la vérité et du courage humain. Merci beaucoup, Dr Haddad. Oui, nous remercions. On essaie de faire un petit quelque chose. Oui. Eh bien, chaque mouvement, chaque geste, chaque mot, aussi modeste soit-il, est une contribution à la dignité, à l'honneur et à la préservation du nom de l'espèce humaine tout entière, et pas seulement des juifs ou des musulmans ou des chrétiens ou des athées, mais de toute l'humanité. Merci beaucoup, docteur. J'espère que nous aurons l'occasion de vous revoir très, très prochainement. Amicalement. À très bientôt. Voilà. Merci beaucoup.